Bravo, bravo la bouche pleine. Quelque chose de très écolo, bien sûr. Il n'y a aucune participation dans cette entreprise. Ouais, donc on ne fera pas de live sur la nutrition, hein, c'est ça que tu veux dire. Je pense que je vais faire, tu sais, je vais faire un programme pour la perte de poids. Je vais faire un carton. Si vous regardez cela, je vais faire un programme pour la perte de poids. Je vous le dis, hein, il existe déjà en ligne, mais je ne peux pas vraiment vous le dire maintenant. Bah, j'en reparlerai. Allez, c'est parti pour ce nouveau live. Je vous invite à vous connecter tranquillement. Bonjour Amel, bienvenue. Bonjour Mathieu, merci, bienvenue à toi aussi. Bonjour Morissette qui est déjà là. Hello. C'est marrant, elle a oublié le O, donc du coup ça fait enfer, c'est rigolo. Hell. Lapsus, ouais, peut-être, c'est un acte manqué, je ne sais pas. Ouais, exactement. L'inconscient, bah oui, ça tombe bien. Tu l'as dit 2 fois en plus. Hein. Oui, oui, donc il y a 2 fois, bah, chacun sien, hein, un pour toi, un pour moi, je pense. Ouais, c'est ça. Tu vois un petit diable en nous, c'est ça, Morissette? Ah, bah si, il y a un ange, il y a un diable, c'est obligé, ouais, carrément. Bonjour. Allez, je suis en train de tenter de faire les partages, mais ça bug un peu en même temps sur mon téléphone. Donc, c'est pas... Bonjour à Christelle, bonjour à Louisa. Moi, j'ai une nouvelle box, elle carbure à fond, je suis super contente. Bonjour Séverine. Du coup, mes ados peuvent être en streaming de leur côté sans me prendre de la bande passante pour ce live, c'est super. Alors, effectivement, j'ai l'impression que tu es moins pixelisé qu'avant. Ouais, non, mais je pense que ça joue. Bonjour à David. Oui, je pense que ma box, elle est top. Donc voilà. Donc, j'ai changé de modèle chez Free. J'étais chez Free, je suis restée chez Free, mais la nôtre était tellement vieille. Il était temps que. Ah ouais. Puis là, avec les demandes de Wi-Fi avec les enfants et tout, ça jouait plus du tout. Ils sont gourmands en bande passante. Bonjour Nadia, oui, tout à fait. Mais là, du coup, il n'y a même plus à se battre. C'est surtout les vidéos aujourd'hui, c'est quand même les vidéos, c'est quand même un moyen de s'informer, de s'occuper, et donc du coup, le problème, c'est que les vidéos, c'est beaucoup de bandes passantes. Exact. Bonjour Nat. Ouais, c'est clair. Oh, puis les jeunes, ils regardent que ça. Ils lisent pas de texte. Hein. C'est impressionnant. Que des vidéos. Comment? Ça veut dire que je suis jeune alors. Voilà, t'es jeune. Barbara, ouais. Bonjour. Parce que moi, j'adore les vidéos. Bon, je pense que c'est pas mal en fait. Bon, moi, je lis, mais je regarde pas mal de vidéos aussi. Bonjour Isabelle, parce que c'est un autre moyen de récupérer de l'info. Et bonjour Olivier, bien sûr. Donc, je trouve que c'est super. Au contraire, des vidéos, c'est une chance. Après, je pense qu'il faut, pour les jeunes, de toute façon, il n'y a plus que ça. Donc, ça ne sert à rien d'aller à l'encontre. Hein. Oui, non, c'est sûr. C'est pour ça qu'on fait des vidéos, d'ailleurs, nous aussi, hein. N'est-ce pas? Exactement. Exactement. Même si le format d'une heure n'est pas du tout adapté aux ados, mais... Ils sont plus proches du format 10 minutes. Oh, mais même moins, tu rigoles. Eux, c'est 1 minute 50, 1 minute, 2 minutes max. Là, ça les saoule. Ouais. C'est le format Snapchat, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça, c'est sûr que Snapchat, pour le coup, là, c'est vraiment court. Hein. C'est court et éphémère. C'est magnifique. Ouais. Il faut être efficace. Ah ouais, mon fils m'a montré tout à l'heure une vidéo. Il dit, vite, il faut que tu la vois parce qu'après, elle sera plus là, quoi. Okay. Ouais, c'est maintenant, vite. Donc, il me l'a montré, il était trop content. Bon. Allez, on est parti. Donc, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on démarre sur ce nouveau live. Et on a décidé de parler du langage de l'inconscient. Voilà. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a parlé des enfants. On a parlé de la relation parent-enfant. Et je dois dire que ça a attiré pas mal de monde parce qu'on a, là, à l'instant, là, ça continue de monter, mais on a 2480 vues. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, comme par hasard. J'étais pas là. Je pense qu'il y a une relation de connecté. C'est parce que tu n'étais pas là, du coup, j'étais en plein écran et les gens se sont dit, mais c'est qui cet homme? Et ils ont voulu savoir.
Ouais, non, mais ça questionne, là, je me demande. Alors, mon ego va bien, mais bon, je me demande si tu as raison de continuer à faire avec moi, puisque visiblement, quand tu es tout seul, ça te touche plus de monde. On peut toujours se faire ces réponses. Ouais, je pense que la vraie réponse, c'est que les parents sont aussi un peu en difficulté, que ce soit avec le confinement ou sans le confinement d'ailleurs aussi. Et que là, du coup, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut prendre comme idée, qu'elle soit nouvelle ou pas, mais pour améliorer les relations avec ses propres enfants. Voilà. Je pense que c'est plus le sujet, en fait. C'est ça? Je pense que c'est plus le sujet. Tu vois, quand on a parlé de la pleine conscience, c'est un sujet qui a plu. Voilà. La gestion du stress, aussi pas mal, mais il y a des sujets qui ont moins parlé. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est le langage de l'inconscient. Mais qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Jamie, tu peux nous faire une petite description de ce que c'est l'inconscient? Alors, je ne vais pas commencer tout de suite par décrire ce que c'est que l'inconscient. Je vais d'abord rappeler un peu d'où ça sort, les faits, en fait, comment l'homme est arrivé à cette notion d'inconscient. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'inconscient, tout le monde connaît, ça étonne plus personne. Et même le langage psychanalytique est rentré complètement dans notre vocabulaire de tous les jours. On dit facilement lapsus, on dit facilement acte manqué. On parle assez facilement de nos rêves et de ce que ça peut bien vouloir dire. Donc, c'est complètement rentré dans notre compréhension de tous les jours. Cependant, quand on commence à dire mais c'est quoi l'inconscient, quand on peut discuter sérieusement avec des gens, on se rend compte que ça reste quand même encore très mystérieux, comme la face cachée de la Lune, quoi. On sait que c'est là, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, Freud, le maître de l'inconscient, lui dit que c'est une autre scène dissimulée au regard où se joue notre existence. Bon. Voilà ce qu'il nous en dit. Donc, ça reste toujours très, très mystérieux, quelque chose de... Voilà, une autre scène dissimulée. Voilà, avec ça, tu es content. Et c'est vrai que ça nous met aussi face à peut-être une réalité un peu dérangeante, ou une vérité dérangeante, c'est que beaucoup de choses se passent donc à l'insu de notre conscience, que ce soit des émotions, des fantasmes, des idées, qui peuvent en plus visiblement déterminer notre existence, parce que c'est plus fort que notre volonté. Voilà ce qu'on entend sur l'inconscient, donc ça peut être même un peu inquiétant. Alors, l'inconscient, c'est une vieille histoire. On sait que l'intuition d'un savoir caché ne date pas d'aujourd'hui, et ça a commencé les premiers écrits au IVe siècle dans le Talmud, donc un des livres, des écrits du judaïsme, où on parle en fait de la notion que nos songes nous parlent de nos aspirations secrètes et de nos désirs inavouables. Déjà, on pressentait qu'il se passait quelque chose déjà au niveau de nos rêves et que ça racontait quelque chose de nous qui nous était pas accessible consciemment. Ensuite, il y a une espèce de flottement, il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là, et on retrouve, c'est la philosophie qui s'est intéressée bien sûr à l'inconscient, et c'est au XVIIIe siècle, avec notamment Spinoza, qui lui déplorait que les causes véritables de nos actions nous soient presque toujours cachées. C'est marrant. Et donc à ce moment-là, la philosophie, elle était plutôt quand même concentrée sur tout ce qui était la conscience et la rationalité, et elle a mis rapidement de côté l'inconscient comme un lieu de manque ou une espèce de confusion, donc qui n'était pas très intéressant. Donc ça c'est pas du tout. Le XVIIIe siècle s'était arrêté là avec la notion d'inconscient. Il faut attendre un siècle, donc au XIXe, avec le philosophe Schelling, où il parle de l'inconscient et il dit que c'est un élan vital qui unit les profondeurs de l'esprit et la nature. Alors Schopenhauer aussi, notre fameux Schopenhauer, que j'aime bien, moi, j'ai une petite tendresse pour lui, même si il n'aime pas trop les gens. Schopenhauer imagine des forces inconscientes qui régiraient à la fois les hommes et l'univers. Donc ça, c'est intéressant. Et Nietzsche, bien sûr, lui a l'intuition d'un soi invisible, un maître plus puissant que le moi, qui est le guide qu'il nous faut écouter, car le conscient est un état personnel imparfait. Voilà. Alors, fin 19e, maintenant, c'est au tour des médecins de s'emparer de la notion d'inconscient, notamment pour soigner les malades mentaux avec l'hypnose. Donc, ça commence en 1889. Il y a Freud qui fait un voyage à Annecy. Et là, il observe un confrère qui s'appelle Hippolyte Bernheim, qui traite par cette méthode, donc l'hypnose, les patients névrosés. Et c'est en observant donc ces séances et ces expériences que Freud commence à penser qu'un autre moi coexiste avec la personnalité consciente. C'est là qu'émerge la notion d'inconscient pour Freud. Alors, le terme de subconscient, qui est un des premiers termes vraiment psy, est émis par Pierre Janet en 1889. Mais à ce moment-là, tous les psys pensaient que l'inconscient était un état pathologique.
que c'était vraiment un état anormal de dissociation psychique et que c'était vraiment une névrose grave. Il n'y a que Freud, en fait, réellement, qui comprend que l'inconscient n'est pas une pathologie, mais que nous avons tous, en réalité, un inconscient. C'est lui le premier qui comprend ça. Et il comprend aussi, en tout cas, il invente, on dit qu'il invente parce qu'il le découvre en réalité, que l'inconscient parle, l'inconscient se déchiffre et l'inconscient se guérit. Alors, pour Freud, on ne va pas s'éterniser là-dessus parce qu'on sait que Freud, on lui doit beaucoup, mais qu'on a quand même dépassé tout ce qu'il a amené, ce qui est normal. Hein, il était pionnier, donc les autres ont pris le relais. Mais pour lui, l'inconscient est peuplé de désirs sexuels, agressifs, mégalomanes, inavouables, de pulsions de vie et de mort et qui possèdent des lois internes. On sait que pour Freud, l'inconscient, c'est le ça qui est les pulsions, donc les pulsions de vie et de mort, pulsions sexuelles essentiellement, le surmoi qui est la censure, la morale qui dit non, 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 mais ça remontera pas à la surface, et puis le moi qui compose avec tout ça, en fait, selon qui pilote derrière l'arrière-boutique. Parce qu'on peut dire que l'inconscient, c'est comme l'arrière-boutique, mais c'est quand même qu'il y a quand même un rôle important dans ce que nous faisons. Alors, Freud pense que l'inconscient, on est sans inconscient, que l'inconscient se crée, se construit pendant l'enfance. Jung, qui donc était son élève et qui après est devenu son adversaire, dit que notre inconscient, lui, est présent dès notre naissance. Et qu'à côté de l'inconscient individuel, il y a aussi l'inconscient collectif, hein, l'inconscient familial, des ancêtres et même la civilisation. Il dit aussi que les inconscients dialoguent, et d'ailleurs, quand les psys qui se sont vraiment intéressés à la relation amoureuse disent que c'est vraiment ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que c'est une rencontre plus des inconscients que des consciences en réalité à ce moment-là, et donc nos inconscients dialoguent entre eux à notre insu. Alors, qu'est-ce qu'on en dit maintenant en cours de philo pour les terminales là? Je ne sais pas s'il y en a qui sont en terminale, mais c'est intéressant. Comment? Il y a le bac. Ouais, il n'y a plus le bac maintenant. Mais bon. Il n'y a plus le bac, mais moi, j'avoue que quand j'étais en terminale, moi, j'ai fait une filière scientifique. Et quand donc j'avais de la philo en terminale comme tout le monde, et l'inconscient, c'était un sujet qui m'avait passionnée à l'époque, beaucoup, parce que vraiment, c'était... c'est fascinant, en fait, tout ça. Et alors, j'ai retrouvé une vidéo de prof de philo, je trouvais ça pas mal, qui explique, en fait, qu'il y a... deux types d'inconscient, elle schématise comme ça, un inconscient distatique dans lequel on va retrouver des choses où il n'y a pas d'interprétation à avoir parce que ce sont les réflexes, les savoir-faire, tout ce qu'on a appris, tous nos apprentissages et nos habitudes. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on fait en automatique dans nos comportements, on se lève, on met nos chaussures. En réalité, ça relève aussi de l'apprentissage. Mais quand on peut conduire, c'est aussi de l'apprentissage. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'inconscient statique, qui aussi fait appel à l'inconscient du corps. Le corps se souvient, il fait les choses de façon automatique. Ça, c'est une partie de l'inconscient. Et l'inconscient dynamique, qui en fait, en réalité, donne des signes d'une vie psychique, eh bien, où il y a quelque chose à interpréter, où c'est plus profond, eh bien, ce sont les fameux lapsus, les fameux actes manqués. Donc, acte manqué, c'est un acte pour un autre. Hein. C'est faire quelque chose à la place d'autre chose. Envoyer un message à son ex au lieu d'envoyer un message à son chéri du moment. Donc, les lapsus, un mot à la place d'un autre. Les dénis, hein, qui vont même jusqu'au déni de grossesse. Et les rêves. Donc, on va certainement en parler tout à l'heure. Donc, voilà comment c'est présenté au niveau cartographie. Après, ce qu'on sait au niveau des neurosciences, c'est que l'inconscient, en réalité, il n'y a pas une zone de l'inconscient et une zone du conscient. Ça marche pas comme ça. En réalité, toutes les zones qui sont engagées dans la conscience sont les mêmes dans l'inconscient. C'est pareil. C'est juste que c'est pas les mêmes schémas, mais c'est les mêmes zones. Donc en fait, aujourd'hui, au niveau neurosciences, tout ce qu'on peut dire, c'est que on se rend compte que consciemment, on n'est pas capable de porter notre attention sur beaucoup d'informations qui arrivent. On est obligé de sélectionner les infos. Et je vous invite à regarder d'ailleurs sur Internet, il y a un reportage sur ça qui est super intéressant, où en fait, il y a une expérience qui est faite dans la rue. Il y a une jeune femme qui va voir une personne dans la rue pour lui demander le chemin. Donc, elle va la voir avec son plan. Et puis, au moment où elle s'arrange pour que le plan se retrouve dans la main de l'autre. Et à ce moment-là, il y a des gens qui arrivent avec comme une porte, en fait, un truc assez gros. Et en réalité, ces personnes se mettent entre les deux. Et il y a un changement de femme. C'est-à-dire que l'autre, elle part avec la porte et il y a une autre qui arrive, qui est habillée à peu près pareil,
qui a les mêmes couleurs de cheveux, mais c'est tout. Et l'autre ne voit que du feu. Parce qu'en fait, il ne peut pas porter son attention sur tout. Il ne s'est pas rendu compte que la femme avait changé. Et il continue à expliquer le chemin comme si de rien n'était, parce que notre attention est limitée. On ne peut pas porter notre attention sur absolument tout. Et plein d'expériences comme ça ont été faites, même en donnant l'instruction de surveiller vraiment beaucoup avec attention. On se rend compte qu'on est assez limité. Et tu diras certainement à combien après. Je te laisserai en parler. Et donc là, on se rend compte que notre conscience, qui demande beaucoup de traitement et donc d'activité mentale, ne peut pas tout choper. Donc, va sélectionner les informations qu'elle va capter. Notre inconscient, lui, n'est pas sélectif. C'est la différence majeure aujourd'hui. Et c'est ce dont on se rend compte de plus en plus, c'est que notre inconscient, lui, prend tout, en fait. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur l'inconscient. Donc, je te passe le relais. Oui, quand tu as parlé tout à l'heure d'inconscient statique, c'est aussi ce qu'on appelle le subconscient. Donc, souvent, on me demande quelle est la différence entre le subconscient et l'inconscient. Donc, le subconscient, c'est une partie de l'inconscient dans laquelle se trouvent en fait tous nos apprentissages. Donc, tout ce qui permet de remonter d'une façon automatique tout ce que vous avez appris à faire. Eh bien, on va dire que ces apprentissages-là se trouvent dans un espace. Enfin, c'est pas vraiment un espace, mais se regroupent dans ce qu'on appelle le subconscient. Après, en hypnose, quand on fait de l'accompagnement en hypnose, il y a des hypnos, j'ai vu des hypnos qui vont parler au subconscient. Moi, je préfère m'adresser directement à l'inconscient, parce que l'inconscient englobe tout, il englobe tous les apprentissages et il englobe du coup cette personnalité du coup cachée. Après, c'est une question de langage, mais en réalité, dans la pratique, ça ne changera pas grand-chose. Parce que comme Amel a dit, l'inconscient n'est pas sélectif, eh bien, il ne décidera pas de dire « bon, ça ne me concerne pas, j'écoute pas ». Il écoutera tout de toute façon et il fera son tri. Je dis même parfois à des gens, vous pouvez même penser à autre chose, aux courses que vous allez faire ce soir, à ce que vous allez faire ce week-end, peu importe ce à quoi vous allez penser, là où vous allez porter votre attention consciente, car c'est pas là que le travail se fait, c'est au niveau inconscient. Donc, dans l'hypnose, il existe différents types d'hypnose, différents types de pratiques. Il y a des écoles qui ont monté certaines formations et qui ont voulu renouveler un peu la façon de pratiquer l'hypnose et qui ont pratiqué une hypnose plus consciente. Moi, je suis plus pour une hypnose inconsciente. En tout cas, c'est plutôt comme ça que je la pratique. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux. C'est ma façon de la pratiquer. Je considère qu'une personne qui n'a pas réussi à résoudre un problème consciemment, quand elle vient nous voir en séance, c'est intéressant de pouvoir l'accompagner à un autre niveau et travailler avec l'inconscient. Pour moi, c'est ce que je préfère. Alors après, il y a différentes façons de faire, il y a différents niveaux d'accompagnement. Parce que on peut très bien comprendre une problématique consciemment. Comme a dit Amel tout à l'heure, dans la relation, il y a dans une relation, dans une rencontre, il y a aussi deux inconscients qui se parlent. Et c'est aussi là que se fait la rencontre. C'est parfois les deux inconscients qui se disent « c'est nous, on va faire un bout de chemin ensemble ». Et après, ça se matérialise consciemment. Consciemment, on ne sait pas pourquoi, on sent qu'il y a une attraction, on sent qu'il y a quelque chose, on a envie de découvrir cette personne, de trouver des points communs. Il y a des mécanismes conscients qui se manifestent comme ça. Mais inconsciemment, parfois, notre inconscient, c'est beaucoup plus de choses bien avant. Moi, j'en ai eu la preuve quand j'ai rencontré ma femme. C'est mon inconscient qui m'a parlé. Ce jour-là, ce n'était pas vraiment dans mes habitudes, mais en tout cas dans ses habitudes plutôt. Mais il m'a dit, c'est elle. Et c'est marrant parce qu'il y avait vraiment un biais dans ma perception de qui elle était. Et après, quand je l'ai découvert, eh bien, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai compris pourquoi mon inconscient me disait c'est elle. Ce que je n'avais pas su voir consciemment au départ. Et c'est pour ça que quand tu avais dit, voilà, c'est vraiment une rencontre inconsciente, ben, je peux que en témoigner. Pour moi, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent les blessures aussi. On dit qu'on attire des gens qui viennent alimenter nos blessures.
Eh bien, parce que là, les inconscients se parlent, ils voient les besoins des uns des autres et se disent, OK, bon, bah là, ça pourrait bien répondre à la demande. Et puis, nous, on a quelque chose à travailler avec cette personne-là. Voilà. Donc, comprendre l'inconscient, c'est un sacré bout. C'est un travail qui est infini, qui est limité parce que c'est tellement immense. Ce qui est possible avec l'inconscient, c'est même, je pense, inimaginable. On peut imaginer plein de choses. Sur cette vidéo, on va vous expliquer plein de choses, mais ça ne sera jamais suffisant par rapport à ce qui est vraiment l'inconscient. Et je parlais de rencontres et de communication inconsciente parce qu'en hypnose, bien sûr, au départ, on apprend des techniques dans les formations. On apprend comment utiliser tout un tas de techniques. On a plein de gens qui sont des techniciens, qui sont très bons dans la technique. Mais en réalité, la technique, elle est juste là pour aider l'autre à rentrer dans un état modifié de conscience pour aller vivre un état de transe plus profond. Peut-être aller vivre un niveau amnésique, anesthésique. Voilà, il y a 6 niveaux de transe en hypnose. J'en reparlerai, c'est peut-être pas le sujet maintenant, mais il y a une réponse différente de l'inconscient suivant les 6 niveaux de transe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient est à l'écoute, peu importe le niveau de transe. Et j'ai vu des gens, même des formateurs, qui avaient cette croyance que c'est dans le niveau profond que l'hypnose fonctionne. Et je suis complètement en désaccord avec ça. Je trouve que c'est une croyance très limitante parce que la PNL, on est la meilleure preuve de la PNL, c'est la programmation neurolinguistique, et qui fonctionne beaucoup avec la symbolique. Et la symbolique, on la voit, ça peut être une gestuelle, ça peut être une position sur des chaises, ça peut être en mouvement, ça peut être statique, ça peut être... Voilà, c'est toute la symbolique et on parle du langage de l'inconscient, c'est le thème de ce live aujourd'hui. Et c'est vraiment ça, on est vraiment là sur son langage à lui, c'est la symbolique. Voilà. Et savoir lui parler, c'est pas un niveau de transe en particulier qu'on va savoir lui parler, c'est pas un niveau de transe en particulier qui va générer un changement dans la vie d'une personne, mais il peut faire ça à tous les niveaux de transe. Voilà. Après, il va falloir un certain niveau de profondeur de transe pour avoir des manifestations sur le corps. Voilà. Donc, quand on va avoir une amnésie, là, il va falloir qu'on approfondisse la transe jusqu'à un niveau 3. Si on veut avoir une anesthésie, il va falloir qu'on approfondisse la transe jusqu'à un niveau 4, si on veut toucher des hallucinations. Comme dans les spectacles, il va falloir qu'on approfondisse encore plus la transe sur un niveau 5-6. Voilà. Mais on n'est pas tous égaux sur notre capacité à rentrer en transe rapidement et en profondeur. Donc, ça, il faut le savoir. Et si jamais il n'y avait que dans l'hypnose profonde que pouvait fonctionner le changement, eh bien, ça serait dommage parce que l'hypnose ne serait pas aussi réputée qu'elle n'est. Puisque du coup, elle serait consacrée qu'à peut-être 30% de la population. 30% correspond à ces personnes qui ont une grande capacité de lâcher prise et qu'on utilise pour le spectacle pour démontrer la capacité de la transe. Donc voilà, donc le changement peut se faire à tous les niveaux, heureusement, et il faut pour ça maîtriser le langage de l'inconscient. Plus vous allez évoluer dans votre pratique, si vous faites de l'accompagnement en hypnose, vous allez évoluer dans votre pratique et vous allez passer de la technique au langage inconscient. C'est-à-dire, vous allez passer de la technique, c'est j'utilise ma technique pour faire de la dissociation, pour faire de la confusion, pour emmener la personne justement dans une forme de double langage avec des messages cachés, du saupoudrage, de la métaphore, etc. Et ensuite, après, on va passer dans une autre forme de communication. C'est-à-dire que la première communication, elle est concentrée, elle est consciente, elle est construite. Et après, au bout d'un moment, on passe dans une forme de communication inconsciente où on se laisse guider finalement par l'inconscient de l'autre. Si pour la rencontre, ça fonctionne, eh bien, une séance d'hypnose, c'est une rencontre. Et on va donc écouter finalement cette rencontre et on va voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est apprendre à se faire confiance, c'est apprendre à ne pas démarrer sa séance avec tout le chemin bâti, mais c'est juste démarrer sa séance et se laisser guider par la séance. Voilà, au niveau de l'induction, approfondir la transe, se laisser guider. Et même sur le plateau thérapeutique, sur les protocoles que l'on va mettre en application, c'est aussi là où je me laisse guider, là aussi par l'autre. Puisque du coup, je me dis, OK, son inconscient va me transmettre les mots qui seront les plus importants, les plus utiles.
qui vont le plus parler à cette personne. Quel est le langage de cette personne, puisqu'on sait que chaque mot définit une représentation. Donc, je peux très bien utiliser mes mots en moi, mais si ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure que je suis en entretien avec cette personne, j'ai déjà capté ces mots d'une certaine façon. Consciemment, j'aurais du mal à me souvenir de tout. Mais par contre, mon inconscient, oui. Mon inconscient a capté le langage, le canal préférentiel de cette personne. Est-ce qu'elle est plutôt visuelle, auditive, kinesthésique? Donc, quels sont les mots qu'elle choisit pour me décrire ses expériences? Et tout ça, c'est très difficile de faire ça consciemment. Par contre, mon inconscient, lui, il le fait. Et si je lui fais confiance, eh bien, il va me guider pour faire cela. Et il va m'emmener dans les meilleurs protocoles. Il va peut-être m'emmener à créer de nouveaux protocoles instantanément pendant la séance. Et c'est exactement comme ça que je le fais aussi pour les métaphores. Pour les métaphores, il y a plein d'hypnothérapeutes, praticiens qui regardent dans des livres. Je vois même sur des forums qui disent quelle métaphore faire pour telle problématique. Voilà. Sachez que du coup, les mots n'ont pas la même vibration pour les gens et du coup, une métaphore peut marcher pour une personne, mais pas pour une autre. Donc, laissez-vous guider par l'autre et ça sera beaucoup plus efficace, toujours plus efficace de créer la métaphore au moment de la séance, dans l'énergie de la séance et avec la personne, plutôt que de faire une métaphore qui soit généraliste. Voilà. Je m'en suis rendu compte, c'est beaucoup plus facile d'écrire pour une personne que d'écrire dans le vide. Et bien là, c'est pareil. Construisez votre séance d'hypnose avec la personne plutôt que de la construire avant. Donc le langage de l'inconscient, c'est cette dissociation. Là, déjà, il faut comprendre à peu près de quoi il s'agit, mais votre conscience, elle peut penser entre 5 et 9 informations par seconde. En moyenne, c'est 7 infos par seconde. Et votre inconscient, c'est entre 5000 et 9000 informations seconde. Donc, on n'est pas du tout sur le même ratio, c'est 1000 fois plus élevé. La puissance de l'inconscient est 1000 fois plus élevée que la conscience. Que le conscient en tout cas. J'ai d'ailleurs tendance à dire, puisque Mel a parlé un petit peu des neurosciences, elle sait que je suis fâché avec les neurosciences, mais parce que, en fait, c'est pas que je suis fâché avec les neurosciences, parce que je n'étais pas forcément en désaccord avec ce qu'elle a dit, mais qu'on a toujours cherché à expliquer en fait la conscience par le fonctionnement du cerveau. On a toujours dit que le cerveau crée la conscience. Et puis, moi, j'ai toujours été contre ça et j'ai toujours dit que non, il y a un être supérieur qui utilise le corps et le cerveau, c'est juste le poste de pilotage. C'est ça qu'il faut voir. C'est que le cerveau, c'est pas là que se crée la conscience, c'est pas là que se loge la conscience. D'ailleurs, Amel l'a très bien dit, elle a dit, il n'y a pas une zone de l'inconscient. Non, il n'y en a pas. Par contre, c'est par là que passe la conscience. Et ça, c'est la subtilité. Donc, si vous comprenez que ce n'est pas le cerveau qui crée les choses, mais que le cerveau est le poste de pilotage qui va permettre d'activer la machine, et la machine, c'est votre corps, eh bien, vous saurez aussi que la machine a aussi ses limites. Elle a ses capacités, mais elle a aussi ses limites. Et donc, le cerveau, c'est aussi ce qui va limiter le pouvoir de l'inconscient. C'est aussi ce qui va, comme un entonnoir, qui va filtrer, qui va faire qu'il y a une certaine partie de votre conscience qui va se condenser et qui va passer à travers notamment le lobe frontal du cerveau, parce que c'est là que va se gérer l'identité d'une personne avec tous ses filtres sociaux, et puis après qui va activer le reste des autres zones, des autres sphères cérébrales. Voilà. Donc il y a encore plein de scientifiques qui fantasment sur des petites glandes pinéales là, dans le cerveau, d'autres qui cherchent quelles ondulations, qui font des scans de leur cerveau, etc. Mais c'est pas vraiment là que la conscience se crée. Elle passe à travers ça. Donc, le langage de l'inconscient, il peut comprendre différentes formes de langage. Donc, on peut lui parler de différentes façons. On peut lui parler à notre langage, mais on peut aussi lui parler le langage de la symbolique. Parce que, en tout cas, quand lui parle, il parle d'une façon symbolique. Donc, c'est pour ça qu'il peut comprendre tout type de langage, mais il parle le langage de la symbolique. Et donc, c'est à travers la symbolique qu'il va vous parler. Hein, peut-être qu'on va parler des rêves à un moment donné. Peut-être, je pense que c'est incontournable. Hein. C'est incontournable. Déjà, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on va parler des rêves. Mais la symbolique, vous la retrouvez dans chacun de vos rêves. Donc, c'est difficile parce que parfois, vous faites des rêves et vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? C'était n'importe quoi. Pourquoi j'ai rêvé de cette personne-là? En plus, on était dans tel endroit, on était habillés bizarrement, où il faisait des trucs spéciaux. » Enfin,
C'était particulier en fait. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est bien plus que ça. Votre inconscient a glissé dans chaque détail de votre rêve une signification. Et il faut que vous compreniez quelle est la signification du lieu, le lieu dans lequel vous avez rêvé. Ce lieu dans lequel s'est déroulé votre rêve. Il symbolise quoi comme type de lieu pour vous? Demandez-vous ça. Posez-vous ces questions à chaque fois que vous faites un rêve le matin. Demandez-vous qu'est-ce que ça représente pour moi, ce lieu. Ensuite, s'il y a des personnes, qu'est-ce que ces personnes représentent pour moi? Est-ce qu'elles représentent une symbolique? Est-ce qu'elles représentent, je ne sais pas moi, l'autorité, par exemple? Est-ce que ça vous démontre quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui vous fait du tort, quelqu'un qui vous manque de respect, quelqu'un qui vous domine? Et donc, ça pourrait être la symbolique aussi que vous vivez une situation dans laquelle vous vous sentez dominé. Ensuite, il y a ce qu'il se fait dans ce rêve. Je vais vous donner un de mes rêves que j'ai fait petit, qui m'a bien fait souffrir et que j'ai compris qu'avec l'hypnose bien plus tard. Déjà petit, j'avais très peur des piqûres. Je n'étais pas très courageux pour les piqûres. Et je suis parti, quand j'étais à l'école primaire, je me suis échappé de la classe pour ne pas aller faire la piqûre, le vaccin, le fameux vaccin qu'il fallait faire comme tout le monde. Tous les enfants étaient alignés là dans la pièce et puis c'était au réfectoire et puis ils se faisaient tous avoir leur petit vaccin. Et moi, je me suis échappé. Bon, le problème, c'est qu'il fallait absolument faire ce vaccin, il était important. Donc, mon père, le soir, m'a emmené chez le docteur. Du coup, c'est chez le docteur que je suis allé faire le vaccin parce que je ne l'avais pas fait à l'école. Et donc, du coup, mon père me tenait dans ses bras, en hauteur, du coup, et à sa hauteur. Et puis, hop, le médecin est arrivé derrière et puis m'a fait la piqûre sur l'épaule. Bon, ça fait mal, une piqûre, voilà. Surtout que je devais être très contracté, donc ça devait être encore moins agréable. Et voilà. Et ensuite, j'ai fait un rêve, plus tard. Je ne sais pas combien de temps après, je ne peux pas vous le dire. J'ai fait un rêve, un cauchemar plutôt. Et je rêvais que j'étais dans la maison où je vivais. Donc je devais avoir, je sais pas, c'était avant l'adolescence sûrement. Donc j'étais chez mes parents, je vivais là, et j'étais dans la salle à manger. Je tournais autour de la table de la salle à manger. C'était une grande table en bois où on mangeait pour les repas de famille essentiellement. Et je tournais autour de cette table en courant, sauf que je n'arrivais pas à courir assez vite. Et il y avait une sorcière qui me courait après. Elle ricanait, elle rigolait. Et elle avait une espèce d'énorme seringue et elle me poignardait le dos comme ça à répétition tout le long de mon cauchemar. Et j'étais tendu, j'ai souffert dans ce cauchemar, j'ai souffert tellement fort que je me suis réveillé de souffrance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en hypnose, je l'ai décrypté après. Alors pourquoi la maison? La maison, parce que ça s'est passé du coup dans la sphère familiale. C'est mon père qui m'a envoyé chez le docteur. Et pourquoi autour de cette table de la salle à manger? Parce que mon père était instituteur et c'est sur cette table qu'il corrigeait ses copies tous les soirs. Donc cet espace, il lui était un peu attribué quelque part. C'était son espace à lui et le soir, il corrigeait ses copies. Et c'est là que je tournais en rond. Et c'est dans ses bras que j'étais quand, du coup, j'ai reçu la piqûre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je n'arrive pas à courir autour de cette table. Donc en fait, il y avait une forme d'impuissance puisque cette sorcière était là derrière moi et puis elle arrivait facilement à m'atteindre et moi, je n'arrivais pas à échapper. Donc ça a mis en évidence la notion d'impuissance que je vivais dans cette situation. J'étais impuissant pour échapper à cette situation et bloqué finalement là par mon père, donc du coup dans cet espace. Et ensuite, c'est la seringue, la sorcière avec la seringue, c'était la symbolique du médecin, voilà, et qui m'a vacciné, voilà, et puis j'ai bien senti à répétition la seringue, voilà. Et on dit qu'il y a toujours un seuil de tolérance au niveau de ce que l'inconscient peut nous faire vivre, et que si c'est trop intense, eh bien, on va sortir de la transe. Et c'est ce qui s'est passé, puisque la nuit, c'est vraiment une forme de transe, finalement. Le rêve est une forme de transe. Et donc là, je me suis réveillé, j'étais d'une tension incroyable dans mon corps, et réveillé de souffrance. C'est rare que des rêves m'ont réveillé de souffrance. Une fois, j'ai eu une patiente qui me dit, une cliente qui me dit, voilà, moi, je fais toujours des cauchemars de tsunami. Alors, vous pouvez très bien aller voir le langage de l'inconscient sur Internet, la description des rêves, qu'est-ce que ça signifie, mais
je vous dirais que ça sert à rien parce que, encore une fois, on n'a pas le même langage. Donc, si vous dites, ah, j'ai rêvé d'un serpent, c'est que je vais gagner des sous, etc. Bon, je trouve que c'est un peu comme regarder l'astrologie dans le télé-loisir et se dire, bon, ça, c'est crédible. Non, c'est pas crédible. Si vous voulez aller dans l'astrologie, il va falloir aller dans le détail de l'astrologie. C'est pas dans le télé-loisir que vous allez trouver la vérité. Si vous voulez comprendre la description des rêves, il va falloir aller dans le détail des rêves. C'est pas dans une description générale que vous allez trouver la vérité sur la signification de vos rêves. Donc, ce sont plutôt des questions qu'il faut vous poser si vous voulez comprendre ça. Et quand elle me dit qu'elle rêve souvent de tsunami, je lui dis, mais d'accord, le tsunami, pour vous, ça représente quoi? Parce que pour moi, ça représentera quelque chose de différent. Mais elle, à ce moment-là, elle me dit de l'envahissement. Et je dis, de qui vous vous sentez envahi? Et là, ça a été du tac au tac. Elle m'a dit, ma belle-mère. C'était tellement rapide et que j'en ai rigolé avec elle. Et je lui dis, ben, ok, vous faites des cauchemars peut-être à des moments où vous vous sentez envahi par votre belle-mère. Et là, elle a réfléchi et elle me dit, mais c'est exactement ça. En fait, je fais ces cauchemars à chaque fois qu'elle doit venir à la maison. Et que du coup, elle me dit tout le temps là ce qu'il faut que je fasse. Je veux pas qu'elle me dise, qu'elle me dicte comment je dois faire les choses. Voilà, et ça me stresse, ça m'angoisse. Voilà. Et ça stressait tellement fort que du coup, elle en faisait des cauchemars. Alors, pourquoi on dit que c'est le langage de l'inconscient? Parce que dans les rêves, on nous dit que l'inconscient, c'est le moyen pour lui d'intégrer en fait nos émotions de la journée, les informations, nos préoccupations. Voilà. Et comme Freud a dit, voilà, il y a d'autres choses qui se jouent à un autre niveau, et en lien peut-être avec nos désirs profonds, non avoués aussi. Mais il n'y a pas que nos désirs. Hein. Freud était peut-être apporté beaucoup sur la sexualité, mais les drogues et la sexualité, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi les peurs, il y a aussi les angoisses, on en a sûrement parlé. Je n'ai pas lu toutes les œuvres de Freud. Mais voilà, donc il y a aussi les angoisses et les peurs. Et les peurs interviennent beaucoup là-dedans. Combien d'entre vous ont rêvé d'aller à l'école tout nu? Combien d'entre vous ont rêvé de tomber, de ne pas arriver à faire quelque chose, de ne pas courir assez vite, de ne pas taper assez fort? Voilà. Et demandez-vous quelle est la symbolique dans chacune de ces actions. Hein? Quand vous n'arrivez pas à courir assez vite, quand vous n'arrivez pas à taper assez fort, c'est que vous vous sentez impuissant. C'est que vous subissez une situation. Et ce qu'il faut voir, c'est au moment où vous faites ces cauchemars-là. C'est une situation à ce moment-là. Et si c'est quelque chose qui est répétitif, eh bien c'est quelque chose que vous n'avez pas géré. Mais il peut y avoir une symbolique forte. Il y a des gens qui tombent, il y en a qui perdent le contrôle de leur voiture pendant qu'ils rêvent. Ils se voient perdre le contrôle de leur voiture et tomber d'un coup. Il y en a qui se voient tomber dans un trou. Donc, on a la sensation de tomber. Donc là, on peut avoir des perfectionnistes, par exemple, qui peuvent avoir vraiment cette peur de l'échec, de l'erreur, de tomber. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour eux? Ils ont un niveau de stress qu'ils ont pu accumuler à ce moment-là. Et donc, l'inconscient leur montre pendant la nuit que, voilà, ça va pas, quoi. Il va falloir le travailler. Parce que là, dans l'inconscient, ça gère pas. Il y a cette émotion-là qui stagne, cette angoisse, ce stress. Et l'inconscient dit au conscient, écoute, je sais pas comment tu gères ton truc, mais moi ici, je le gère pas, je ne veux pas, je te rends la patate chaude. Voilà. Et donc pendant la nuit, il va lui rendre la patate. Voilà. À travers le rêve. Tiens, je te rends la patate, je te dis, ça, il faut le gérer. Donc tu fais comme tu veux, tu le traites, mais moi, je ne veux pas garder ça au fond. Alors vous allez me dire, mais c'est l'inconscient, 7000 infos secondes, il peut faire des choses extraordinaires. Ouais, c'est vrai, il peut faire des choses extraordinaires, l'inconscient. Mais quand il a pris une direction, quand il a pris une décision, naturellement, il ne la remet pas en question. Et c'est là toute la puissance de l'hypnose, c'est justement que quand les gens vont faire une séance d'hypnose, c'est un moment où l'inconscient a cet espace totalement pour lui, pour effectuer les changements. Et il sait que cet espace, il est à ce moment-là pour lui, et qu'il peut faire les changements qu'il désire. Parce qu'on prend un temps pour ça. En réalité, vous n'avez pas besoin vraiment d'aller faire une séance d'hypnose pour ça. Il suffit de consacrer ce temps. Là, vous le consacrez symboliquement. Vous allez voir une personne, vous payez une séance, d'accord? Et donc là, symboliquement, vous transmettez un message fort à votre inconscient. C'est ton moment, c'est pour toi. Et on va faire un grand ménage à l'intérieur. Tu vas pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour que ça aille mieux. Voilà. Et moi, le conscient, je fais ce qu'il faut, je vais me rendre disponible. Et tu vas pouvoir faire
tout ce qui est nécessaire, encore une fois, je le répète, mais pour que ça aille mieux pour nous. J'ai toujours dit qu'il y en est un binôme, en fait. On est un binôme, on est deux, on n'est pas un, on est deux en un. Et on peut dire qu'il y a notre mental et notre esprit. On peut dire qu'il y a notre conscient. D'accord? Notre mental et notre conscient sont étroitement liés, et notre esprit, du coup, et notre inconscient sont étroitement liés. Donc, il y a ce double langage. Il y a un langage pour le mental, pour l'esprit conscient, et il y a un langage pour l'inconscient, qui va être très attaché à la symbolique. Alors, dans nos protocoles d'hypnose, on utilise beaucoup de symbolique, comme en PNL d'ailleurs. Beaucoup de symbolique dans laquelle on va permettre à l'inconscient d'effectuer des changements. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne fait pas la différence entre... On dit que c'est le cerveau qui ne fait pas la différence, mais en réalité, c'est l'inconscient. Entre le réel, le virtuel, le symbolique et l'imaginaire. Voilà. Réel, le virtuel, l'imaginaire, le virtuel et le symbolique. Je préfère cet ordre-là. Réel, imaginaire, virtuel, symbolique. Ok? Réel, imaginaire, virtuel, symbolique. On dit que le cerveau ne fait pas la différence. On dirait que c'est l'inconscient ne fait pas la différence. Regardez quand vous vous retrouvez dans un simulateur. Si vous avez déjà été dans un simulateur, si vous avez déjà été à Poitiers, au Futuroscope, moi je me suis retrouvé plus jeune dans un simulateur où on était dans une sorte de... Alors, il y avait, je sais pas, il y avait 4 places assises devant, 4 places derrière, enfin il y avait peut-être 12 places, c'était un simulateur, et là c'était une voiture de course. C'était peut-être Sébastien Loeb, je ne sais plus qui c'est qui conduisait la voiture, enfin c'était juste, j'ai dû regarder sur les côtés, parce qu'il arrivait à fond la caisse pour prendre le virage, un virage qu'il allait prendre en travers, et puis le truc bougeait en plus avec des vérins. J'ai tellement flippé que j'ai dû regarder sur le côté pour me dire, bon, je suis dans une pièce, je suis sur des vérins, et pour sortir en fait de cette matrice dans laquelle j'étais rentré. Voilà. C'était juste incroyable. Je me suis dit, comment je peux flipper alors que je suis dans une caisse qui juste tremblote avec un écran devant? C'est juste ridicule, mais j'étais tellement à l'intérieur de ça que du coup, eh bien, je vivais cette scène qui était virtuelle comme si c'était la réalité. Regardez le film, quand vous allez voir un film, vous êtes capable d'avoir des émotions comme si c'était la réalité. Pourtant, vous savez que c'est qu'un film, vous savez que ce sont des acteurs, vous savez que ça n'est pas la réalité. Quand c'est un film d'horreur, vous avez peur, vous vous cachez, et après, quand il fait nuit, vous avez peur que cette personne vient, mais vous savez qu'il n'existait pas. Et pour votre inconscient, il est bien réel. Et si vous aimez vous faire peur, il alimente votre inconscient. Moi, je me suis interdit de regarder des films d'horreur. Parce qu'on décide de ce qu'on met dans son inconscient. Et comme lui ne fait pas la différence, il va continuer d'alimenter tout ça. Donc, moi, comme je me suis dit que je ne voulais pas avoir peur, eh bien, j'ai enlevé tout ce qui allait alimenter mes peurs à ce niveau-là. Donc, je n'alimente pas ces peurs-là. Mais il y a des gens qui adorent ça, d'accord? Qui adorent se faire peur, ils adorent cette émotion, cette sensation de peur, ils adorent la retrouver. Donc, ils vont cultiver des films. Voilà. Et le film, c'est vraiment une forme d'imaginaire. On est dans une forme de transe que l'on perçoit comme la réalité. Voilà. Et vous vivez à la place du personnage qui est à l'intérieur. Quand il est là, dans un film d'horreur, et qu'il avance, et que vous savez qu'il y a le méchant qui arrive derrière avec son couteau, et là, vous dites « Ah, mais non, c'est pas possible !» Voilà, et vous avez peur pour lui, et vous sentez que c'est la fin. Il y en a qui mettent les yeux comme ça, et qui regardent comme ça, ou qui sont à moitié sous la couette. Donc, c'est aussi ça, le langage de l'inconscient. Et c'est aussi pour ça que dans certains films, vous avez résolu des problèmes. En regardant des films, vous avez résolu des problèmes. En regardant des séries à la télé, avec des héros, avec des péripéties qui ressemblent aussi à votre vie, vous avez réglé des problèmes. Parce que votre inconscient, en regardant cela, il s'est inspiré aussi de la force des personnages. Il s'est inspiré aussi de paraboles, de métaphores, de solutions trouvées dans ces scénarios, dans ces séries télévisées, dans ces films-là. Donc, c'est un langage qui mixe le réel, l'imaginaire, le virtuel et le symbolique. Et pendant une séance d'hypnose, moi je vais mixer aussi mon langage. Je vais avoir un langage qui va être comme quand je m'adresse au conscient. Et puis après, je vais avoir un langage qui s'adresse à l'inconscient d'une façon symbolique, métaphorique. Donc, je vais utiliser ce double langage. Alors, à quoi ça sert, vous allez me dire? Eh bien,
À quoi ça sert? Eh bien, vous vous rendez compte qu'en thérapie, et dans de nombreuses thérapies que vous avez écoutées jusqu'à présent, il y a beaucoup de symbolique. Regardez dans les processus de deuil ou dans les relations difficiles, combien de fois on vous a proposé d'écrire une lettre, de la brûler, ou d'aller la poster, mais sans l'envoyer. Combien de fois on vous a dit de faire des actes symboliques, d'accord, et on se rend compte de la puissance de l'acte symbolique. Mais l'acte symbolique ne fonctionne que si vous êtes impliqué dans votre conscience. Si vous le faites à fond, si vous le faites vite fait sur un bout de papier pendant que vous écoutez ce live, vous faites un truc, et puis vous le déchirez, ça ne va pas le faire. Il va falloir que toute votre énergie soit quand même mobilisée pour ça, que vous ayez envie et que vous parlez à votre inconscient et que vous disiez, voilà, ça c'est important pour moi et je voudrais qu'on fasse ça et on va le faire bien. Et quand vous le faites, vous dites, voilà, maintenant c'est fait et vous mettez toute votre attention, toute votre énergie là-dedans. Et là, ça va changer les choses. Si vous regardez les bonhommes à lunettes de Jacques Martel, hein, pas Martin, c'est pas le même, on est d'accord. Hein, l'un est québécois et l'autre s'occupait de la chanson. Jacques Martel, eh bien, il y en a qui disent ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Eh bien, je peux vous garantir que ça marche. J'ai pu le tester un certain nombre de fois, faire beaucoup de mesures là-dessus. Par contre, ça nécessite, c'est vrai, ça nécessite une petite transe, c'est-à-dire une transe consciente, hein, mais c'est vraiment, quand je dis une transe, c'est une implication de votre conscience dans ce processus que vous êtes en train de faire. Et si vous le faites en y croyant à moitié, si vous le faites en vous disant que ça ne marchera pas, si vous le faites en étant concentré sur autre chose ou préoccupé par autre chose, si vous le faites en ne voulant pas vraiment totalement vous défaire de ça, ça ne fonctionnera pas. Vous avez raison. Mais pour tous les autres qui vont s'impliquer, qui veulent vraiment cela, et qui vont le faire en conscience, parce que c'est nécessaire, et que vous savez que c'est nécessaire, ça fonctionnera. Et ça sera immédiat. Ça ne prendra pas de temps, ça sera immédiat. Et il y a beaucoup de processus comme ça qu'on utilise dans les thérapies brèves et qui utilisent le langage de l'inconscient. Alors on dira, c'est pas, est-ce que c'est de l'hypnose? L'hypnose, c'est pas de l'hypnose telle qu'on la pratique en séance avec une induction, un approfondissement de transe, d'accord, des suggestions post-hypnotiques, une amnésie, une sortie de transe. Mais par contre, on utilise le langage de l'inconscient. En réalité, on est en transe tout le temps. La seule chose, c'est que la transe varie. On change de transe tout au long de la journée. On a des transes de distraction. Et puis, on se reconcentre. On a des transes d'hyperconcentration. On va être présent. Et puis, à la fois, on va être ailleurs. Et ça se joue beaucoup. Après, on va pouvoir approfondir ces transes-là. On va approfondir la transe de distraction. On va approfondir la transe d'approfondissement. On va pouvoir approfondir plein de choses. Et quand on approfondit tout ça, on va pouvoir générer un certain nombre de processus, de modifications, de changements chez une personne. Moi, je parle à mon inconscient. Vous voyez des gens qui ont un mental fort et qui se programment. Moi, je me programme. Et quand je me programme, j'essaie toujours de comprendre mon inconscient. Je lui dis, OK, c'est quoi ton intention positive? Je vous ai parlé du parapente il y a quelques jours. Et l'intention positive de mon inconscient dans le parapente, elle est évidente, c'est la survie. Il veut que je survive. Il veut pas que je meure. Il veut pas souffrir non plus. Donc, il veut pas tomber de 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres de haut et s'éclater sur le sol et souffrir. Donc, il peut générer des émotions pour ça. Donc, c'est à ce moment-là, je vais engendrer une communication. Et je lui dis, je comprends que tu veux pas ça et moi non plus. Donc, on va ensemble œuvrer pour que ça ne se produise pas. Et je compte sur toi pour m'aider là-dessus. Et donc, à ce moment-là, je vais programmer ce que je désire. Et à chaque fois que j'ai eu une peur dans ma vie, j'ai parlé ce langage-là. J'ai cherché à comprendre ce langage. Et dans ce langage, eh bien, je lui ai transmis les clés, les codes, pour pouvoir dépasser ensemble cette peur-là et réaliser ce que je devais faire. Donc, comprendre votre inconscient, c'est comprendre ses besoins, c'est comprendre ce qui est important pour lui, et c'est comprendre aussi comment il vous parle, comment il traduit les choses, comment il vous répond finalement. Et ça peut aussi être à travers votre corps. Quand on parle du biodécodage, eh bien le langage de l'inconscient, c'est aussi
c'est aussi les parties de votre corps qui vont se mettre à dysfonctionner. D'après vous, pourquoi tel organe par rapport à tel autre organe? Alors, certains médecins, encore arriérés, vont dire c'est la génétique. C'est comme ça, c'est dans les gènes, c'est dans l'ADN. Ça devait se développer, c'était là l'état latent, et puis à un moment donné, ça se développe. Non, c'est pas la génétique. La génétique, c'est fini. On se rend compte que l'ADN évolue chaque jour en fonction de notre façon de communiquer, de manger, nos interactions sociales, nos croyances, nos valeurs. Après, dans une famille, il y a des valeurs communes, il y a des croyances communes qui se sont transmises. Voilà, et donc on peut retrouver des problèmes communs, mais on peut aussi s'en défaire parce que c'est une variable et pas quelque chose de fixe et de figé, comme on avait pu le penser jusqu'à présent. Donc, regardez votre corps, et votre corps, c'est aussi un indicateur, c'est aussi des voyants qui s'allument. Et c'est aussi comme ça que votre inconscient vous répond. Quand vous vous blessez, quand vous faites mal quelque part, quand vous avez un organe qui ne fonctionne pas bien, eh bien, je vous invite à regarder le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel et regarder les différentes situations qu'il y a à l'intérieur. Et à ce moment-là, vous verrez, en regardant les différentes situations, toutes ne vont pas vous parler, parce que ce sont les différentes situations qui emmènent à développer ce dysfonctionnement, mais par contre, à l'intérieur, vous aurez vos réponses. Et ça, c'est ce que vous dit votre inconscient. Donc, une fois que vous savez ce qu'il vous dit, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Et il faut le travailler, et pas attendre que ça se passe. Avant, on disait, c'est le temps qui va faire les choses. Non, le temps ne fait pas les choses. Le temps enfouit les choses et les consolide et les renforce, mais le temps ne fait pas les choses. Alors, je vais lire un peu les commentaires du coup. Tu voulais rajouter quelque chose, Amel, là-dessus? Alors non, juste un truc par rapport à au fait de psychosomater, donc c'est-à-dire que nos mal-être et nos malaises se transforment en maladies. On sait que les enfants psychosomatent facilement. Hein. Même les médecins aujourd'hui sont assez sensibilisés à ça. Un enfant qui fait des otites sans arrêt, peut-être qu'il n'a pas envie d'entendre quelque chose, peut-être qu'il se passe quelque chose dans son environnement qui n'est pas bon pour lui, donc il va pas vouloir entendre, peut-être les parents qui se disputent ou un climat conflictuel. La gorge veut dire autre chose. Enfin, je sais maintenant que les médecins, en tout cas moi je sais que le médecin généraliste est sensible à ça et qu'il oriente aussi les personnes, surtout sur les enfants, peut-être plus sur les enfants peut-être aujourd'hui, mais je pense que ça se généralise. Et alors, pour revenir aux neurosciences que tu n'aimes pas trop, mais quand même, c'est intéressant parce que ça démontre des choses que tu sais déjà, mais on sait aujourd'hui que la souffrance sociale, la souffrance émotionnelle, c'est la même zone que la souffrance physique. Donc, par exemple, il dit, vous avez peut-être, quelqu'un vous a insulté et vous n'avez pas ressenti a priori de souffrance émotionnelle, mais comme par hasard, vous allez avoir mal dans le corps. Et donc, en fait, tout est lié. C'est-à-dire que dans notre cerveau, c'est comme ça que c'est foutu en plus. Donc, voilà. Après, il y a la symbolique des organes, ça c'est encore autre chose, mais il faut savoir, c'est que déjà dans le cerveau, c'est comme ça que ça marche. La souffrance sociale ou émotionnelle, c'est la même zone que la souffrance physique. Et d'ailleurs, on souffre tout autant émotionnellement que physiquement. Il faut comprendre que c'est vraiment pareil, quoi. Toi qu'on dit que les mots blessent, puisque autant que les coups, bah oui, c'est dans le cerveau aussi, et ça se manifeste dans le cerveau, on le remarque, on le note aux IRM fonctionnels. Donc ça revient à ce que tu disais. Et surtout sur les rêves, je voulais revenir là-dessus. Il y a Toby Nathan, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un écrivain déjà à la base, mais il est psychanalyste. Et lui, il dit que nos rêves, alors lui, ça le fascine, le monde des rêves, je pense que c'est pour ça qu'il est devenu écrivain d'ailleurs aussi. Et il dit qu'en fait, on est capable d'utiliser nos rêves pour se guérir. Donc lui, il dit qu'en fait, pour lui, il le dit d'ailleurs avec une espèce de joie, en fait, on sent qu'il a, voilà, ça l'habite complètement. L'inconscient nous propose à travers nos rêves aussi des solutions. Il va effectivement relever ce qui ne va pas, il va nous dire ce qu'on est en train de vivre qui n'est pas bon pour nous, et il va aussi peut-être parfois nous proposer des solutions. Et alors, c'est sûr que c'est codé d'une manière subtile. L'inconscient est subtil. Hein. L'inconscient est élégant et subtil. Donc, il va nous envoyer des messages qu'il va falloir prendre le temps
d'analyser. Alors surtout donc, quand c'est récurrent, c'est d'autant plus intéressant. Moi, je vais vous donner un de mes rêves récurrents que j'ai fait longtemps. Et c'était toujours pareil, c'était une maison qui était toujours différente, mais c'était ma maison. Je savais dans mon rêve que c'était la mienne. Elle était étroite et peu lumineuse, toujours pareil. Et à un moment donné, dans mon rêve, quand je me déplaçais dans cette maison, que je savais être la mienne, même si elle ne ressemble pas du tout à la mienne aujourd'hui, j'allais ouvrir une porte et découvrir des espaces gigantesques, un trésor caché, mais des espaces inimaginables qui sont même pas cohérents avec la maison vue de l'extérieur, quelque chose qui ne se voit pas en fait, qui est voilà. Et c'était toujours immense et c'était toujours waouh, avec des volumes incroyables, des objets merveilleux. Et c'était ma cabane d'Ali Baba. Chaque fois c'était différent, mais c'était toujours pareil, une maison que je savais être la mienne. Et je découvrais ça. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais ce rêve? Alors, j'ai cru que je pensais que c'était parce que j'allais recevoir du monde et que ma maison était trop petite. Et je m'étais dit, il faudrait que je pousse les murs. Et en fait, ça avait strictement rien à voir avec ça. J'ai mis longtemps à le découvrir. C'est que, en fait, je me sentais à l'étroit, en l'occurrence dans ma vie professionnelle, et que j'avais quelque chose à explorer. Et en fait, c'est ce que mon inconscient me disait, mais cocotte, c'est pas ça, toi. Toi, c'est ça. Et en fait, ce rêve me laissait toujours. J'étais pas malheureuse de vivre ce rêve. C'était pas un cauchemar. Je me réveillais pas en sueur. À chaque fois, j'étais perplexe en me disant, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et en fait, c'était la solution en me disant, va, explore, il y a autre chose pour soi que ça. J'ai mis du temps. Et le jour où je l'ai fait, en fait, le rêve a disparu. Et c'est à coïncider avec ma reconversion professionnelle. Comme quoi, le rêve aussi donne des solutions, donne des pistes aussi pour voir ailleurs. Il dit le problème, donc cette maison étriquée, non lumineuse, où je ne me sentais pas forcément bien, et le cadeau, la découverte du trésor. Donc voilà, donc je dis simplement aussi que pour les rêves, je pense qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Et moi, j'ai ma mère, elle a toujours été très attachée aux rêves, elle analysait les rêves. Elle m'a toujours raconté, quand je racontais mes cauchemars enfants, elle me les analysait en fait, elle me disait ce que ça voulait dire. Et du coup, j'ai été totalement imprégnée de sa symbolique à elle. Et donc, je sais que j'ai dans des rêves, par exemple, qui peuvent être des cauchemars où ça se passe pas très bien, j'analyse en même temps que je rêve, en fait, en disant, mais t'inquiète, il y a de l'eau. L'eau, c'est bien. L'eau, c'est positif. Donc, en fait, je me disais ça. Ou quand quelqu'un que j'aime meurt dans un rêve, t'inquiète, c'est une renaissance. C'est parce qu'elle va changer de vie, il va se passer quelque chose de nouveau. Et en fait, ça me permettait de bien gérer mon rêve, en fait. Et je le faisais en live. Je le faisais en même temps. J'analysais mon rêve en live. Et c'est ce que propose Toby Nathan, en fait. C'est-à-dire d'être dans notre rêve et de l'analyser et de résoudre l'équation que le rêve propose. Faire du rêve lucide. Ça s'appelle. Ouais, alors je savais pas que je faisais des rêves lucides, mais ça m'arrive de faire des rêves lucides. Ouais, donc je trouve ça assez passionnant. Il y a tout un territoire encore à explorer. Et aujourd'hui, l'inconscient, on en sait des choses, mais on sait surtout pas grand-chose en fait. Et on a encore tellement de trucs à découvrir. Quand je vous ai fait un petit peu la rétrospective de ce qu'on sait de l'inconscient depuis le 4e siècle, on voit qu'on a avancé, mais que dans 50 ans, dans 100 ans, on aura découvert encore plein de choses sur le pouvoir de l'inconscient. Donc, on n'en est qu'au début. C'est complètement d'actualité, ouais. Et alors après, si on va sur le rêve, on en reparlera, je pense, peut-être dans un prochain live. On parlera des Sénois, justement. Donc, ce peuple qui travaille sur les rêves, sur la signification des rêves, comme tu as dit aussi, hein, pour travailler les difficultés de la vie de tous les jours. Et on dit de ce peuple qu'il ne connaissait ni la névrose ni la psychose. Mais bon, ça, on sera emmené à en reparler, tout comme le rêve lucide. Voilà, le voyage astral. Là, l'idée, c'était vraiment d'être vraiment sur le langage de l'inconscient et comprendre cette forme de symbolisme et que l'on va retrouver à travers notre corps, aussi à travers les phases de vie que l'on va faire, aussi ces situations dans lesquelles on se retrouve, les personnes que l'on contacte aussi, avec qui je rentre en relation et comment se passe la relation et qu'est-ce que ça symbolise pour moi. Voilà. Et quand j'ai des émotions, c'est quelle est la symbolique de mes émotions aussi. Donc, cherchez à vous interroger sur la symbolique des choses, des émotions que vous vivez, mais aussi des situations dans lesquelles vous évoluez. Et regardez comment vous vous sentez dans chacune de ces situations. Parce que votre inconscient, lui, à chaque fois, il fait référence à des expériences du passé, à des souvenirs du passé, à des choses que vous avez vécues, et il va vous faire remonter tout ce qui est en lien avec ça. Tant que c'est pas travaillé, ça remonte. Dès que c'est travaillé, c'est libéré. Et à ce moment-là, ça ne remonte plus. Donc, dans votre vie de tous les jours, voyez comment vous réagissez à telle ou telle situation, à telle ou telle rencontre, à tel ou tel échange. Et en fait, vous verrez du coup ce que va vous dire votre inconscient. Si vous sentez qu'il y a des personnes qui vous agacent, qui vous énervent, qui vous mettent en colère, c'est qu'est-ce qui vous met en colère dans cette situation? Pourquoi vous vous mettez en colère?
Ça signifie quoi vis-à-vis de vous? Est-ce que vous vous sentez impuissant? Est-ce que vous ne vous sentez pas écouté? Et à quel moment vous avez vécu cette impuissance dans votre vie? Quelle était la première fois où vous vous êtes senti impuissant dans votre vie? Quelle était la première fois où vous vous êtes senti pas écouté dans votre vie et qui a généré cette même émotion? Et c'est peut-être avec ça qu'il faut faire la paix, se libérer de cette première expérience du passé, de ce souvenir ou de cette relation avec ces personnes-là et reconstruire votre identité. Changer votre identité, votre perception de votre identité par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et vous verrez que automatiquement, ça changera ce qui s'est passé dans le présent. Alors, vous pouvez bien sûr le faire autour d'une séance d'hypnose et vous pouvez aussi le faire là, en prenant un espace pour vous, en prenant le temps pour vous, en étant totalement libre et disponible pour vous, en vous posant ces questions et en redéfinissant d'une manière claire et avec conviction, du coup, une nouvelle perception de vous-même dans ce genre de situation. Donc, du coup, on ne va pas avoir beaucoup de temps. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de questions. Valérie qui dit « Oui, je confirme que l'hypnose me permet de régler une émotion profonde qu'on croit avoir réglée en état conscient. » Mes gratitudes, Mathieu. Morissette, donc être hyper à l'écoute et faire confiance à son inconscient, complètement. Christine, c'est clair, la symbolique, voilà, on n'a pas toujours les codes pour décrypter, hélas. Valérie, la géométrie sacrée, j'ai souvent ces images dans mes passages de sommeil. J'ai pas encore toutes les réponses. Christine, c'est super d'apprendre des codes de dialogue avec son inconscient, c'est un super guide d'apprentissage. Séverine, et si dans nos rêves, des personnes disparues sont là, comme si rien ne s'était passé, elles ne délivrent aucun message ni rien, elles sont physiquement normales, elles vivent comme avant, et ces rêves sont là presque tous les jours. Cela voudrait dire quoi? Y a-t-il toujours quelque chose à tirer de nos rêves? Alors Séverine, ce qu'il faut regarder, alors déjà par rapport aux défunts, aux personnes qui sont parties, il y a plusieurs types de situations. Puisque un défunt peut intervenir dans un rêve, c'est possible. Puisque quand on rêve, c'est comme s'il y avait un écran au-dessus de nous et dans lequel il peut interagir. C'est d'ailleurs le problème quand on a des entités, des copilotes, c'est que ça perturbe nos rêves, hein, qu'ils s'amusent avec nos rêves à nous faire des rêves un peu plus. Donc il y a ça. Et ensuite, après, il y a justement comment elle apparaît dans le rêve. Ce qu'il faut voir si elle parle pas, c'est comment elle paraît. Est-ce qu'elle a l'air sereine? Est-ce qu'elle a l'air bien? Et du coup, c'est quoi l'énergie qu'elle envoie à ce moment? Et est-ce qu'elle a besoin d'aide ou pas? C'est une symbolique qui sera forte parce qu'elle sera portée de sens. Mais il faut voir au-delà des mots, du coup, s'il n'y a pas de mots. C'est comment elle est, quelles sont les expressions sur son visage, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a l'air bien, est-ce qu'elle est en forme, est-ce qu'au contraire, on sent qu'elle est dans l'attente de quelque chose. Et si c'est dans l'attente, ben, c'est dans l'attente de quoi? Et ensuite, on peut programmer son inconscient le soir avant de dormir. Si vous avez vraiment quelque chose qui vous tracasse très fort, ou dans le genre de situation que décrit Séverine, c'est de poser cette question à votre esprit le soir avant de dormir. Voilà, de vous concentrer très fort et de dire voilà, je veux vraiment que tu m'apportes cette réponse. Je veux savoir qu'est-ce qui va se passer là. Ou comment répondre à telle situation. Je veux absolument que tu me montres cette nuit comment résoudre ça. Et c'est aussi en faisant ça, mais ça marchera que si c'est quelque chose qui vous touche très fort, quelque chose qui vous inquiète fort. Ça ne marchera pas pour les petits trucs courants ou sans intérêt. Votre inconscient vous délivrera que si vraiment ça a beaucoup de sens. Et là, vous ferez un rêve lucide. Vous verrez que vous allez vous retrouver en plein milieu de la nuit et vous allez être lucide, vous allez être conscient et à la fois dans le rêve. Et vous pourrez poser des questions pendant le rêve. Voilà, ça c'est fabuleux. Et vous aurez les réponses de votre inconscient, ce sera immédiat. Ça c'est juste magique. J'ai eu la chance de vivre ce genre d'expérience, c'est juste magique. J'ai essayé pour des choses anodines, ça ne marche pas du tout. Par contre, la première fois que j'ai demandé pour quelque chose de très important, ça a fonctionné tout de suite. Voilà. De quoi être accro à l'hypnose, dit Morissette. Et oui, bientôt Morissette, du coup. À redescendre le curseur des émotions perturbantes à un niveau vivable, sereinement. Michel, la douleur physique est une manifestation de l'inconscient. Dans ce cas, il demande au moins une écoute en retour de son message. Exactement. Comment se déconnecter quand notre mental nous bloque, mais que nous aimerions autre chose? Par exemple, pardonner, nous aimerions, mais notre mental dit non. C'est plus fort que nous, ou aimer son compagnon, vouloir continuer la relation, mais un mal-être fait que nous pensons à partir alors qu'on n'a pas envie. Et ça engendre des angoisses invivables inconscientes. Cécile, il y a plusieurs choses là dans tes questions, mais il y a aussi le bénéfice secondaire. Quand on sent qu'on doit partir, mais qu'on ne part pas, c'est parce qu'on gagne quelque chose à rester dans la relation.
parce qu'il y a la peur de perdre. Donc, voilà, il faut voir qu'est-ce que tu as peur de perdre. Il faut essayer de résoudre ça, de t'apporter ce que tu perdrais dans cette relation. Et là, tu la quitteras à ce moment-là, dès que tu seras prête. Et dès que tu auras dépassé cette peur, parce que parfois on ne peut pas y répondre, mais par contre, il faut dépasser cette peur. Je suis ennuyé, j'ai beaucoup entendu comprendre. Je préfère entendre. Pouvez-vous m'expliquer? J'ai beaucoup entendu comprendre. Je préfère entendre. Les messages de l'inconscient. Oui. Les comprendre, c'est les traduire. Les entendre, c'est la première étape pour les comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre quelque chose que vous n'avez pas entendu, que vous n'avez pas perçu. Laurence, très beau rêve lucide que tu nous as raconté avec bienveillance. Il paraît que les personnes de nos rêves, oui, effectivement, Laurence. Il paraît que les personnages de nos rêves représentent une partie de nous-mêmes. Ça dépend des fois, oui. Mais pas tout le temps. Encore un sujet passionnant. Merci de nous donner de votre temps en cette période spéciale. Depuis des années, je suis en fauteuil, mais dans mes rêves, toujours debout. Merci Mathieu pour ces conseils. C'est bon. Super, j'espère que ce nouveau thème vous a plu encore une fois. On reviendra sur les thèmes de l'inconscient, sûrement même la semaine prochaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on sera que mardi et jeudi à 14h pour les lives. Et demain, Amel, on a décidé de faire quoi demain? Tu t'en souviens pas? Mais je sais que tu notes. C'est pour ça que le bien marque bien, Amel. On parle du sommeil demain. Du sommeil demain, voilà. Et donc demain, le deuxième volet, on parlera peut-être un peu des rêves aussi. Mais et vendredi, on a dit qu'on parlait d'auto-hypnose. C'est demain, vendredi. Ah, alors attends, demain, est-ce qu'on fait le sommeil ou on fait l'auto-hypnose? T'as raison. Non, on est jeudi. Non. On est jeudi, ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu préfères, auto-hypnose ou sommeil? On verra. On verra. Vous avez qu'à mettre un petit message en commentaire et puis comme ça, on fera du coup ceux pour lesquels... On fera les deux. De toute façon, on fera les deux, mais c'est juste la question, c'est est-ce que c'est demain, sommeil ou pas? Allez, on tranche auto-hypnose demain, d'accord? Comme on a parlé du langage de l'inconscient, demain, on traite de l'auto-hypnose, ok? Et mardi, on parlera du sommeil. On parlera du sommeil. À partager notre live si ça vous a plu et si vous voulez continuer à en voir d'autres. N'hésitez pas à les partager et je vous dis à demain à 14h. Au revoir à tous et bon après-midi. Bye bye. Ciao, ciao.